Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Roxane et vous écoutez Vibration, le podcast pour devenir actrice de votre vie et d'enfin oser vivre vos rêves. À travers les témoignages de femmes inspirantes et passionnées, on abordera des sujets variés tels que le yoga, le chamanisme ou la naturopathie par exemple. L'idée est de vous faire découvrir différentes pratiques pour apprendre à mieux se connaître, se révéler et donner du sens à sa vie. On parlera de l'importance d'être aligné avec soi-même et ses valeurs pour s'épanouir, oser, prendre des risques, écouter son intuition et plein d'autres sujets encore. J'espère que ces conversations vous feront vibrer et sauront vous montrer que rien n'est impossible. Si elles l'ont fait, pourquoi pas vous ? Cette semaine, je reçois Mélanie Brangier. Confortablement installée chez elle à Pau, Mélanie nous partage son parcours et sa passion pour le yoga, et plus particulièrement pour la sonothérapie, la thérapie par les vibrations sonores via une palette d'instruments et via la voix. Une interview que j'ai adorée, pleine de douceur et de joie. Bonne écoute! Bon, Mélanie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Roxane, je vais très bien, merci. Bonjour, et toi ? Ça fait un peu formel. Ouais, ça va super bien, merci de m'accueillir chez toi. Mélanie, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps à une retraite de yoga que tu organisais, où en fait c'était du yoga et bien plus encore. Il y avait la sonothérapie, plein de bains de son, et c'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui dans le podcast. Tu nous as aussi préparé une cérémonie de cacao, on a chanté, on a dansé. Donc Mélanie, aujourd'hui, tu es prof de yoga, sonothérapeute et tu proposes pas mal d'activités autour justement du cacao et de la danse, du chant, etc. Mais avant ça, tu as bossé dans un monde et dans un milieu totalement différent. Mélanie, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter, un peu nous dire, nous parler de ton parcours ? Oui. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as dit, professeur de yoga, beaucoup de choses autour du son et du cacao. Et avant le parcours, je viens d'un parcours scientifique, bac scientifique. Mon rêve, c'était de devenir volcanologue. Et assez tôt, j'ai su quelle école je voulais faire, une école de géophysique qui était à Strasbourg. Et je me suis donné les moyens pour y arriver, faire les 2 ans avant l'école d'ingénieur qu'il fallait pour y arriver. Donc j'ai fait cette école à Strasbourg. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le terrain, les mesures sur le terrain, de la volcanologie, donc, et tout ce qui était lié à la Terre, en fait, la géologie en particulier, tout ça. J'ai fait les études que je voulais et au final, je me suis retrouvée à travailler à Paris dans une des branches de la géophysique qui me correspondait pas forcément. J'ai travaillé là-bas 2 ans et demi à Paris dans l'industrie de la recherche pétrolière, dans le monde de la recherche pétrolière, à faire de la sismique, du traitement sismique d'ondes, en fait, sont des ondes, des fréquences sismiques, d'acquisition en mer. Donc, c'est très, très spécifique, c'est très technique. Et dès le premier jour dans cette entreprise, j'ai su que je n'allais pas pouvoir y rester toute ma vie, dès le premier jour. Mais j'attendais de trouver quelque chose qui m'anime pour pouvoir partir. J'avais pas envie de partir comme ça et en plus c'était bien d'avoir une expérience. Donc je suis restée plus de 11 ans et demi à faire ce métier qui clairement dans lequel je me sentais pas épanouie, mais je le faisais très très sérieusement, consciencieusement. Personne n'y a vu que du feu. Et pendant mon expat, j'ai eu l'occasion de partir en Écosse pendant 3 ans pour ce métier-là, de géophysicienne. Pendant mon séjour en Écosse, j'ai découvert le yoga. J'ai mis les pieds à un cours de yoga grâce à une amie, un cours de yoga Ashtanga. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je savais pas du tout ce que c'était. Le cours était en anglais, plus en sanskrit, parce qu'elle disait les noms des postures en sanskrit et elle comptait en sanskrit.
Et au final, j'ai été happée très, très, très rapidement par cette pratique que j'ai pratiquée du coup quelques mois, le temps qui me restait à vivre en Écosse. Et quand je suis revenue en France, à Pau, dans le sud-ouest, j'ai pas trouvé de cours d'Ashtanga. Du coup, je me suis plutôt orientée vers du Vinyasa, essayer de trouver des cours de Vinyasa. Mais en fait, cette année-là, 2014-2015, j'ai participé à des retraites d'Ashtanga, des workshops, beaucoup de retraites et beaucoup de choses comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai su, en fait, dès le début, assez rapidement, en pratiquant le yoga, j'ai su que ça pouvait être la chose qui pouvait éventuellement m'aider à partir, enfin, me donner l'impulsion de partir de mon travail d'ingénieur. Waouh! Déjà ça, il y a une première question qui me vient, c'est, tu dis, dès le premier jour de travail, j'ai su que c'était pas fait pour moi, et t'es resté 11 ans et demi. Comment tu pourrais décrire cette sensation, pourquoi tu savais que c'était pas fait pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Parce que le sujet, l'application en lui-même ne vibrait pas pour moi. C'était pour l'exploration pétrolière. Et en école d'ingénieur, j'ai pas suivi l'option de sismologie. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, en fait. C'était pas une option et une spécialité qui m'intéressait. Mais bon, à l'époque, il fallait bien trouver du travail. Juste avant, j'avais eu un CDD à Avignon dans une autre boîte c'était un job qui me plaisait vraiment. Je faisais moitié du temps du terrain, moitié du temps de l'analyse des données. Bref, c'était top. Et donc, je savais que le sujet était pas ce qui me passionnait. Et je sais pas, je l'ai senti dès les premiers jours. J'ai dit, oulala, non. Mais tu vois, il y a cette forme de résilience. Et puis au final, d'être quand même intéressée, parce que si ça avait été horrible pour moi d'aller au travail tous les jours, je n'aurais pas continué. Donc c'était quand même stimulant intellectuellement, et j'ai appris plein de choses, et puis j'ai mis, je pense, quand même à profit toutes mes qualités. Ça m'a permis aujourd'hui, en plus, tu vois, de mettre à profit toute cette rigueur et cette organisation dans mon activité. Ouais, donc en fait, c'était un non-alignement intérieur, mais après, ça t'a pas empêché d'avancer. Et du coup, là, de ce que tu nous partages, c'est ta rencontre avec le yoga qui a un peu réaligné les choses et qui t'a permis d'en sortir. Tout à fait. Ouais. Tu vois, j'étais pas en souffrance d'aller au travail. Ouais. C'était pas une souffrance, mais je savais que ça allait se finir un jour. Un jour, j'ai failli devenir céramiste. J'ai failli quitter le boulot pour devenir céramiste. Finalement, ça s'est pas fait. C'était un rêve, mais qui est toujours là dans un petit coin de ma tête, aujourd'hui. Mais voilà, le yoga, ça a été le déclic où je me suis dit, ça pourrait être ça. Et à partir du moment où c'est rentré dans ma tête, cette petite idée, elle est pas partie, et voilà. Donc ça a été la porte de sortie de ce monde-là. Et du coup, comment ça s'est passé un peu concrètement? Le départ? Ouais, le départ, et puis t'es devenue professeure de yoga tout de suite? Ouais, assez rapidement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Je suis partie grâce à un plan social dans mon entreprise. Bon, ça a pris plusieurs mois. C'est un processus qui est assez long. J'ai dû faire un dossier pour être volontaire, dire que j'étais volontaire pour partir, mais il fallait faire un dossier expliquant quel était ton projet. Donc, oui, je veux partir pour devenir prof de yoga, faire telle formation, et aussi me former en massage. J'ai eu beaucoup d'incertitudes pendant quelques mois parce qu'on m'avait dit, bon, Mélanie, ton dossier va certainement pas pouvoir être accepté. J'ai attendu, et puis un jour de juin 2016, on m'a appelé, on m'a dit c'est OK. Et tout s'est enchaîné ensuite parce que cette même semaine-là, on faisait le premier événement matinal Before Work avec, à l'époque, qui s'appelait New Wake, avec Claire et Amandine, aujourd'hui, qui ont un site qui s'appelle Amawe, de nutrition. Et cette semaine-là aussi, on avait organisé la journée internationale du yoga à Pau. J'avais donné un cours dans le dojo qui était plein à craquer. Enfin, tout s'était enchaîné cette même semaine. Et donc, à la fin du mois de juin 2016, je quitte. J'ai signé les papiers, c'est fini.
Et en septembre, je pars me former à Bali avec Megan Curry, faire la formation que j'avais envie de faire. Ouais, suite à la formation, du coup, Et suite à la formation, je commence directement. Je rencontre une professeure de yoga de Vinyasa à Pau, avec qui je deviens amie. Elle me dit, Mélanie, vas-y, donne des cours dans mon association. Et donc, la première année, je suis bénévole au sein de son assos. Et tout s'est mis en place très rapidement, en fait. Voilà. 1 an après, je suis lancée, je suis auto-entrepreneur et voilà. Tout a été fluide. Ouais, tout a été fluide. Mais parce que je me posais pas de questions, en fait, je savais que c'était juste. Ouais. Tu savais que c'était juste, tout comme quand tu as commencé dans le monde de la géophysique, tu savais que c'était pas juste, quoi. Exactement. Cette petite voix intérieure qu'on n'écoute pas tout le temps, elle est toujours là. Et aujourd'hui, Mélanie, je t'ai invitée pour qu'on parle de sonothérapie, parce que du coup, t'as plus de cordes à ton arc que professeur de yoga avec la pratique des postures, des asanas. Comment la sonothérapie est arrivée au fur et à mesure de ton chemin, puisque ça se mêle très bien avec des cours de yoga. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est la sonothérapie ? Oui. Alors, la sonothérapie, c'est le soin par le son et les vibrations. Donc, ça peut être n'importe quel instrument, ça peut être la voix aussi. C'est une manière de d'étendre le corps, l'esprit et d'atteindre tous les tissus profonds, d'atteindre les os, d'atteindre les muscles, d'atteindre les membranes et le corps dans toutes ses dimensions, également énergétiques, spirituelles, en plus que physiques. Et donc de permettre au corps de, dans un premier temps, se mettre dans un état de relaxation profonde pour ensuite aider, depuis cet état de relaxation profonde, aider le corps à se régénérer, à se réharmoniser et à peut-être enclencher des processus de guérison et surtout de libération de tout ce qui peut être stagnant, des énergies stagnantes. Comment je suis arrivée là-dedans ? En yin yoga, je crois que c'est grâce à Philippe Birgabel qu'on connaît toutes les deux. Ouais. On s'est formées toutes les deux. Voilà, on s'est formées en yin yoga toutes les deux avec Philippe. Et Philippe est un musicien, un chanteur aussi. Et je pense que j'ai commencé à introduire du son dans mes cours de yin, un peu grâce à Philippe, suite à la formation avec lui. Et j'ai vu tout de suite l'effet que ça produisait sur les élèves, les retours qu'il me donnait. Et ben on sait toutes que le son, la musique, c'est pour beaucoup de personnes, c'est très libérateur. Ça permet de faire voyager l'esprit, ça permet de détendre et de lâcher prise. Donc j'ai commencé pendant les séances de yin, je pense, à avoir des gros bols tibétains, les carillons, des choses simples pour commencer, tu vois, des sansula ou kalimba, ces petits instruments avec des lames en métal. Donc des choses assez simples et très accessibles pour tout le monde et ça marche en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir tout de suite un gong ou des bols de cristal. Donc assez rapidement en 2017, ouais, j'ai commencé à introduire du son. Et ensuite, dans les shavasana de toutes les autres pratiques de yoga, toujours un instrument avec moi, quelque chose de portatif, de léger, pour pouvoir se déplacer facilement avec. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme tout, quand on se prend de passion de quelque chose, dès qu'on met le doigt dedans, voilà, on découvre un autre instrument, plus un autre. Et voilà, je me suis prise de passion pour les bols de cristal alchimique, qui sont des bols de cristal assez exceptionnels, dont le son est assez très, très pur. Et puis, la collection, entre guillemets, s'est agrandie avec voilà, un gong, un tubalophone, une flûte récemment, un ukulélé pour chanter aussi, parce que la voix s'est introduite dans ma pratique aussi. Beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une palette incroyable d'instruments différents. Et est-ce que, du coup, chaque instrument, donc tu nous parles des bols tibétains, des bols en cristaux, du ukulélé, de tubalophone, de sansula, etc.
chaque instrument a une fonction qui va avoir un impact différent sur le corps, l'esprit de tes élèves? Oui, tu peux vraiment l'aborder de cette façon. Tu vois, un carillon, ça va être un son très léger qui va te ramener peut-être à ton enfant intérieur, quelque chose de très joyeux ou enfantin, alors qu'un gong, ça va être quelque chose de très profond qui peut soit t'ancrer, soit t'amener vraiment dans des sphères beaucoup plus élevées. Pareil pour le bol de cristal qui a des sons très cristallins, donc c'est plutôt des sons qui vont t'élever. Le tambour, si tu utilises le tambour, c'est quelque chose qui va t'ancrer. Donc en fait, ça va dépendre de ton intention, de ce que tu veux créer. Je sais que le tubalophone a aussi un son très cristallin, alors que ce sont des tubes en métal. Ça, tout le monde l'adore aussi. Et tu peux créer des effets en faisant vriller le tubalophone dans ta main. Ça crée des effets sonores. On dirait que le son, il est en spirale autour de toi. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux créer comme intention. Et en fait, si tu as des instruments chez toi, tu peux aussi te les catégoriser en disant, l'élément de la terre, comme élément de la terre, je vais avoir ces instruments-là qui vont me faire penser à la terre. Si je veux quelque chose qui me fasse penser à l'eau, je vais plutôt utiliser un bâton de pluie, un tambour de l'océan ou un carillon, éventuellement, on peut penser, et ainsi de suite. En fait, tu peux, entre guillemets, personnellement, catégoriser des instruments et te dire, là, je veux les faire voyager avec l'eau, j'utilise tel instrument. Là, je veux quelque chose d'ancrant, j'utilise tel instrument. Donc, c'est intéressant. Et du coup, tu peux même les relier, par exemple, à un chakra. Tout à fait. Et comme chaque chakra est lié à une thématique, tu peux vraiment, selon le thème, choisir dans ta palette. Tout à fait. En fait, on pourrait imaginer, je l'ai jamais fait encore, mais on pourrait imaginer faire un voyage sonore sur un thème d'un chakra ou d'un élément. Si ça te parle, ça peut être un chakra ou un élément. Ok, trop chouette. Ouais. Et moi, ce que j'adore avec le son, et qui fait vraiment lien avec le podcast qui s'appelle Vibration, c'est que tu dis que tout est vibration. Dans les sons, clairement, on est en plein dedans. La sonothérapie, ces vibrations-là, elles s'adressent à tout le monde, ou il y a des contre-indications ou des personnes qui pourraient ne pas recevoir ce genre de soins? Oui, on dit que c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes de moins de 3 mois. Okay. Pour éviter de déranger le développement de l'embryon. Parce qu'en fait, le son, on n'en a pas encore parlé, mais le son a la propriété de changer la forme et changer la structure moléculaire de l'eau. Donc ça, on pourra en parler juste après. Donc du coup, en général, on préconise aux femmes enceintes de moins de 3 mois de ne pas venir à ces bains sonores. Les personnes qui ont des pacemakers, des problèmes cardiaques, ou alors qui font des crises d'épilepsie également, on préconise de faire attention pour ces personnes-là. Mais en général, tout le monde peut recevoir le son et les vibrations, au contraire. Ok, tu vois, je savais pas. C'est vraiment puissant, du coup. Oui, c'est tellement puissant qu'en fait, c'est vraiment... C'est magique, magique. C'est tellement puissant. Tu as déjà vu le bol tibétain avec de l'eau dedans, et quand tu le fais chanter, l'eau qui est dans le bol tibétain, elle crépite. Elle fait comme des petites bulles, ça crée des vibrations dans le bol, et ça peut même jusqu'à venir à crépiter l'eau qui est dans le bol. Et donc, tu peux imaginer que ça fait la même chose dans ton corps. On sait que un corps d'un adulte est composé de 70 à 80% d'eau. Et donc, on peut imaginer que quand on reçoit un bain de son, un voyage sonore ou un bain sonore, ça dépend comment on l'appelle, la vibration des instruments va venir faire crépiter ou faire bouger, va faire réorganiser la structure moléculaire de ton eau et de tes cellules. Tu connais les travaux du docteur Emoto ? Ouais, je les connais et je veux bien que tu nous les partages parce que c'est une expérience qui est hyper intéressante. Ouais, c'est vachement intéressant. Donc, c'est un docteur japonais qui a fait des études sur les molécules de l'eau. Je crois que son livre s'appelle Les messages de l'eau. Il est là-bas sur l'étagère. Dans ta bibliothèque. Et c'est assez passionnant. Il s'est rendu compte qu'en disant des mots à des molécules d'eau qu'il avait ensuite congelées, il regardait ensuite les cristaux qui avaient été formés au microscope, et en fonction des mots qu'il a dit à ces molécules d'eau, les cristaux qui se sont formés étaient complètement différents.
Par exemple, le mot amour, le mot joie, le mot soutien, partage, bienveillance, ça forme toujours des cristaux qui sont symétriques, des formes incroyables, des formes géométriques, des cristaux symétriques. Et il a fait l'expérience de dire des mots comme je vais te tuer, guerre, des choses comme ça. Et là, les cristaux sont complètement désorganisés, plus du tout symétriques. Et je trouve que ça montre tellement cette force et enfin ce pouvoir de la vibration, de tout ce qu'on peut émettre, non pas seulement qu'avec des instruments, mais avec nos mots. Donc nos mots ont une vibration, nos pensées ont une vibration. Et en fonction de ça, ça va agir sur la matière autour de nous. Et là, ça agissait sur les molécules d'eau. Donc, tu peux faire l'expérience toi-même sur des fleurs, sur des fruits, sur de l'eau, de dire des mots d'amour ou de rien dire du tout. Si l'indifférence aussi, je crois qu'il a fait l'expérience avec l'indifférence aussi, de pas s'occuper non plus de, je sais plus si c'était des fleurs ou de l'eau, mais pareil, l'expérience a montré que ça produisait quelque chose aussi de pas du tout harmonieux en fait. Ouais, elle est incroyable cette expérience. Et c'est vrai qu'il y a celle aussi avec les plantes. Oui. Où on peut parler à ces plantes et leur envoyer des messages d'amour. Et oui, en fait, c'est pas que ça marche, c'est que en fait, ça leur envoie des messages où les cellules et toute l'eau et tout ça va se réharmoniser. Et c'est assez fou de le voir à un point scientifique. Oui. Et du coup, toi, avec les sons, en fait, ce que tu dis, c'est que justement, ces cellules-là qui vont être moins harmonieuses et tous ces cristaux qu'on peut pas voir à l'œil nu, en fait, le son et la vibration que tu vas envoyer à travers différents instruments, ça va harmoniser tout ça. Et comme on est fait à 70-80% d'eau, en fait, ça va fluidifier. C'est aussi pour ça qu'on peut ressentir un état de bien-être intense à la fin d'une séance de sonothérapie donnée. Oui, une sensation de bien-être, une sensation d'être comme une nouvelle personne, ou alors d'avoir fait comme une douche qui nettoyait. Il y a vraiment ce pouvoir de réorganisation de la structure, de moléculaire, et te dire que tous les sons, toutes les vibrations vont venir t'atteindre, même si tu dors. Beaucoup de personnes me demandent « Ah, je me suis endormie, est-ce que je reçois pareil les bienfaits du son ?» Mais oui, en fait, c'est comme pour un massage. Si tu t'endors pendant un massage, ton corps reçoit le massage de la même façon. Et bien, pour le son, c'est pareil. Tout ton être, toute ta structure va recevoir le son. Donc, c'est pas juste tes oreilles qui entendent, c'est tout ton corps qui reçoit. C'est hyper puissant, en fait. Parce que finalement, la personne qui reçoit, elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Non, tu peux lui demander d'être dans une écoute. Essayer de lui demander de rester dans une écoute profonde, enfin une écoute active, et du coup permettre à cette personne d'être dans un état comme dans un état méditatif. Si tu es dans une écoute profonde du son et des sensations, tu es dans un état méditatif. Tu es loin de l'agitation du mental. Tu es dans un état de yoga, en fait. Loin de l'agitation du mental. Donc, tu peux éventuellement demander, ça m'arrive de parler au tout début d'un bain sonore, de les inviter à rester dans une écoute profonde. Mais si tu t'endors, c'est OK. Ouais. Et du coup, tout ça, tu disais que ça t'est venu au fur et à mesure, où ça t'a passionné, et puis on retrouve, entre ton métier d'avant avec les ondes sismiques, cette histoire de vibration, donc là, on est quand même encore en plein dedans. Cette année, t'es allée te former en Amérique latine. Quels ont été un peu les enseignements que tu as appris en plus de cette expérience que tu as appris au fur et à mesure? Donc cet été, je suis partie au Guatemala faire la formation qui s'appelle Sound Ceremony, qui est à San Marcos La Laguna, donc au bord du lac Atitlán, entouré de volcans. Donc autant te dire que c'était incroyable d'être là-bas. En fait, pour moi, c'était un rêve. Donc en plus,
d'être là-bas pour la formation, je réalisais vraiment un rêve. Ça faisait 3 ans, en fait, que j'avais envie de faire cette formation, que je rêvais de faire cette formation. Il y a 3 ans, j'étais sur liste d'attente. Et là, s'est présentée l'occasion. J'ai reçu des emails comme quoi il restait des places. Donc l'envie est revenue. Je me suis dit ah oui, mais non, je sais pas. J'ai tiré une carte d'un oracle pendant une retraite. C'était la carte du voyage. Donc là, ça m'a mis quand même la puce à l'oreille. En fait, je me trouvais des excuses pour ne pas y aller, l'appréhension de revoyager seule loin. Bon, bref, j'ai sauté le pas. Forcément, oui, bien sûr, oui, il fallait y aller. Donc j'y suis allée. C'était donc l'endroit. Faut dire que le Yoga Forest, c'est un endroit qui accueille des retraites et des formations, qui est en pleine forêt, qui surplombe le lac, qui est entouré de volcans. Donc le lieu a une très très forte énergie. On est vraiment relié et connecté aux éléments, à la terre, au feu avec les volcans. Il y a des sources sur le domaine, donc on est aussi relié à l'élément de l'eau, le vent, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'orages. Enfin, il peut y avoir des tempêtes. Bon, bref. Et la formation était, oui, à la hauteur de mes espérances. On a beaucoup expérimenté avec le son, expérimenté avec des instruments, reçu aussi beaucoup de voyages sonores. Et en fait, et surtout, le thème de la formation, c'était de créer des cérémonies du son. Parce que la formation, c'est pas juste une formation de sonothérapie. Le nom, c'est Sound Ceremony. Et donc, le plus beau de la formation, c'est comment créer un espace que tu peux appeler sacré, enfin un espace en tout cas où tu donnes cette intention qui est bien plus forte de juste donner un voyage sonore. C'est pas juste venez vous allonger et je joue des instruments et merci, au revoir. C'est comment tu crées un environnement, comment tu poses cette intention, comment tu crées du beau. On utilisait beaucoup de fleurs, beaucoup de bougies, beaucoup de choses comme ça pour embellir l'espace, pour que ce soit plus qu'un bain sonore, pour que ce soit une cérémonie du son. Donc toute cette dimension-là était extraordinaire de baigner dedans. Et en plus de ça, on a beaucoup, beaucoup chanté, parce que aussi le chant, c'est notre première... je pense que c'est notre première médecine, qu'on n'utilise pas forcément beaucoup, ou alors on a cette peur ou cette croyance qu'on chante pas bien, qu'on chante mal, qu'on chante faux, qu'on chante... Bon, bref. Donc on a aussi beaucoup, beaucoup chanté. Et c'était le plus fort et le plus merveilleux durant cette formation, c'était tous les rituels qu'on a fait, qui étaient en lien avec les éléments. Un rituel avec la terre, un rituel avec l'élément de l'eau, un rituel avec le feu. On a brûlé tout ce dont on voulait se débarrasser, les peurs, les doutes, Enfin, c'était magique, c'était merveilleux. 2 semaines en pleine immersion là-bas. Et je me suis tellement reconnaissante, vraiment, de m'être offert ce cadeau. Oh, bravo à toi. Hein. Merci. Tu parles du coup de la voix aussi, et tu en as parlé au début dans ta définition de la sonothérapie, oui. du chant qui est hyper important. C'est quoi, toi, ton expérience avec la voix, et comment, du coup, tu t'y es connectée ou reconnectée ? L'expérience avec la voix n'a pas été facile au début. Je crois que j'ai commencé à essayer de chanter il y a 1 an et demi, à peu près, pendant cette 2e formation de cacao que je faisais avec Geneviève et Julie, qui sont au Québec. Mais en ce moment, elles sont justement au lac, au Guatemala. Et pendant cette formation sur le cacao cérémonial, on a été vraiment invités à reconnecter au sacré de la plante. Et donc, forcément, avec beaucoup de chants pour honorer le cacao. Et puis, quelques mois aussi avant, j'avais fait beaucoup d'ateliers en ligne avec Geneviève, de développement personnel, mais avec beaucoup de chants. Et là, en fait, dès qu'on commençait à ouvrir la voix pour chanter, ça se faisait en ligne, hein, j'étais chez moi. Mais dès que j'essayais d'ouvrir la voix pour chanter, ma gorge se nouait et j'avais très souvent les larmes qui montaient.
je pleurais et je savais pas trop ce qui se passait, je comprenais pas trop. Et j'ai persévéré au fur et à mesure. Voilà, on a chanté des chants pendant la formation de Cacao. Et puis l'année dernière, pendant l'été, j'ai été faire une retraite sur le chant avec Cécile Naïla, dont je t'ai parlé hier. Et ça s'appelait le chant source pour reconnecter justement au chant de son âme. Et c'était tellement beau pendant cette retraite. J'ai vécu des moments de grâce, de connexion aux autres et à plus grand que soi en fait, et reconnexion à soi aussi, parce que sa voix, on dit que la voix c'est le chant de notre âme en fait. Donc tout ça s'est fait petit à petit et de fil en aiguille, j'ai continué à faire des formations avec Romulo Pelizza aussi. En yin chamanique, j'ai fait ces modules sur le son et sur la voix. Donc, on a aussi beaucoup chanté. J'ai rencontré Axel Sun, qui est devenu une amie, voilà, avec qui on chante beaucoup aussi. Et donc, maintenant, ça y est, il y a quelques mois, je me suis offert un ukulélé. Et maintenant, ça y est, je chante. Et surtout, j'ose offrir des chants et chanter dans mes cours de yoga, dans mes ateliers. Donc maintenant, à chaque cérémonie cacao, on chante beaucoup. Dans les retraites aussi, tu l'as expérimenté. Et petit à petit, je l'introduis dans les shavasana des cours de yoga. Et c'est beau de voir la puissance et la sensibilité que ça apporte aux personnes. En fait, souvent, ils n'ont pas forcément l'habitude de chanter et ils me disent « Ah, c'était beau ce chant. Ah oui, j'ai envie de chanter maintenant. » Enfin, je vois vraiment les déclics et ce que ça déclenche chez les gens. Et c'est quelque chose qui est tellement fort et tellement puissant de reconnecter à sa voix et au chant. Et peu importe la façon dont on chante, c'est vraiment loin de ces injonctions de je chante faux, mal, pas assez fort, trop fort. C'est laisser sa voix s'exprimer. Et en fait, quand on chante, et quand on parle aussi, mais surtout quand on chante, ça vient créer comme un massage interne. Donc justement, ta voix, avec les vibrations que ça vient créer dans ton corps, ça vient créer ce massage interne des cellules, des organes, et ça vient remettre en circulation. Donc, si par exemple, tu as mal quelque part, tu peux te dire « Ah bah là, je vais émettre un son, n'importe quel son, avec cette intention d'amener la vibration, de chanter dans cet endroit du corps pour aider à dissoudre ce qui est stagnant ou ce qui est contracté ou tendu. » Et ça, c'est une technique qui marche, mais qu'on utilise pas souvent, en fait. Quand on n'est pas au courant, on ne sait pas qu'on peut utiliser la voix pour se détendre, pour aider à délier les tensions, pour aider à soulager des douleurs. On ne sait pas déjà, et puis surtout, c'est loin d'être évident. Quand, comme tu dis, quand on était jeune, on nous a répété tu chantes faux, ou le chant, c'est que pour les stars, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose de... pour s'y reconnecter, c'est pas si évident. Non, c'est un chemin. Moi, je le vois comme un chemin d'exploration. Ouais, un chemin d'exploration et de reconnexion à soi, de connaissance de soi. Et puis, c'est tellement beau de partager des chants ensemble. On l'a expérimenté en retraite, en atelier avec d'autres personnes. C'est tellement beau et puissant quand on est tout un groupe à chanter la même chose. C'est une vibration qui est tellement... Encore une fois, le mot vibration. On émet en fait une fréquence, comme un égrégore en fait, un champ de fréquence qui est dans l'unité, qui est souvent des champs de fréquence de gratitude ou d'amour on dit que la gratitude a la vibration la plus élevée. Et donc, c'est pour ça souvent, on peut avoir des émotions, des larmes, des choses qui font surface. Et c'est OK de pas forcément comprendre ce qui fait surface, mais de l'expérimenter, de ressentir comment tu peux réélever ta vibration, reconnecter à la joie, à l'amour inconditionnel grâce au chant. Le pouvoir du chant, la voix, c'est aussi incroyable. C'est assez dingue. Mais je t'avais partagé après la retraite où c'était 2 jours et demi, on avait fait des bains de son et beaucoup chanté. Je me suis sentie dans une forme incroyable pendant les 7-10 jours qui ont suivi. Et après coup, je pense que c'est le chant qui a beaucoup aidé à ça. Oui.
Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Ouais. Que chanter, ça peut donner ou redonner de l'énergie vitale. Bien sûr. Si demain, t'es chez toi, t'as une baisse de forme, tu prends un chant, un mantra ou même une musique. En fait, si on chante pas, on peut mettre une musique. On a tous une musique qui nous met la patate. La musique à cette vibration va te redonner de l'énergie. Donc, même si on chante pas au début, on peut mettre des musiques. Mais après, voilà, ça peut être des mantras, des chants. Tu prends ta guitare, ton ukulélé et tout de suite, ça redonne de l'énergie. Ouais, c'est clair. Et par rapport à tous ces chants et ces mantras, est-ce que du coup, il y a une question de vibration de certains chants qui vont être plutôt orientés vers telle ou telle émotion ? Par exemple, est-ce que tu as des chants où tu sais que ceux-là, c'est un peu des chants joyeux, et puis d'autres, ça va être des chants qui vont amener l'émotion de la tristesse ou une émotion qui va être différente que celle de la joie, ou tous ces chants sont orientés vers la joie, l'amour? Non, ils ont tous une vibration différente et ils peuvent tous t'amener une émotion différente. On le sait, tu sais, par exemple, le Ho'oponopono, ça va être plus quelque chose dans le pardon, cette énergie du pardon. Mais c'est en même temps nourrir l'amour inconditionnel. Mais souvent, dans le chant de Ho'oponopono, qui sont ces 4 mots, je t'aime, pardonne-moi, désolé, merci. Et merci. Quand tu chantes ou quand tu dis ces 4 mots-là, souvent, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, ça peut te mettre dans une énergie un peu peut-être de mélancolie ou de tristesse. Mais c'est vraiment comme un rituel de libération pour reconnecter à l'amour et à l'amour inconditionnel. Par contre, si tu chantes Shiva Shiva Shambho, là, tout de suite, ça nous met dans une énergie de joie. Donc, et ils ont tous des énergies, des vibrations différentes et des intentions différentes. On le sait, maintenant, on a les traductions des chants en sanskrit, on sait leur signification. Donc, en fonction de ce dont tu as besoin, si demain, tu as besoin de travailler la gratitude, tu vas travailler tel ou tel chant. Donc oui, il y a tout un répertoire voilà, je me sens triste, j'ai envie d'un truc joyeux, Shiva Shambho, vas-y, go. C'est vraiment, pour moi, c'est le chant joyeux par excellence. Ouais, c'est vrai que Shiva Shambho, il est plutôt pas mal. Et du coup, tu mélanges un peu les deux entre le son et le chant, ou alors pour toi, c'est un peu 2 techniques qui sont différentes? Non, plus ça va, plus j'ai tendance à mélanger les deux. Dans les cérémonies du son, je vais toujours finir par un chant. Pourquoi aussi? Parce que finir par un chant, après un temps où les gens sont restés longtemps à recevoir des vibrations et longtemps allongés, finir par un chant, ça va les ramener dans l'espace avec la voix. En fait, le fait d'utiliser la voix et de les inviter à chanter aussi, du coup, à m'accompagner, ça va les aider, leur permettre de revenir ici, maintenant, dans l'espace. Donc, je vais avoir tendance maintenant, qui l'eût cru, à utiliser de plus en plus la voix, le pouvoir de la voix, pour que les gens reconnectent à leur propre vibration, en fait. Ok, parce que du coup, quand on est en soins, si on peut l'appeler comme ça, de sonothérapie, on est dans un état de conscience modifié, du coup? Oui, alors... Alors, une vibration, ça a une fréquence. C'est le nom que ça porte. Une vibration, c'est une fréquence. Et une fréquence, ça se mesure en hertz. Un hertz, c'est le nombre de hertz, c'est le nombre d'oscillations par minute. Par seconde, par minute. J'ai un trou. À vérifier. Ah oui, j'ai un gros trou. Donc, toutes les fréquences sont mesurées en hertz et l'activité de notre cerveau est mesurée en ondes cérébrales. Et les ondes cérébrales se mesurent en hertz, en fréquence. Et on dit qu'on a plusieurs ondes cérébrales possibles. Il y a... Tu veux que je donne les détails? J'ai pas les détails les fréquences exactes en tête, mais en gros, il y a différentes ondes cérébrales où si tu as une activité d'extrême concentration, tu as telle fréquence d'onde cérébrale, le cerveau est très actif.
Et plus tu vas être dans un état d'activité de concentration normale, ou ensuite de relaxation, ou ensuite de pré-sommeil, ou alors état de conscience modifié, les fréquences cérébrales vont diminuer, elles vont baisser, et elles vont changer. Okay. Et donc, quand tu es dans un bain sonore, on cherche à te mettre dans un état où les ondes cérébrales vont ralentir. Parce que depuis cet état-là où les ondes cérébrales vont ralentir, tu vas être dans un état de relaxation, justement pour induire ce que je disais tout à l'heure, permettre au corps de se réharmoniser, de se régénérer et de permettre de déclencher un état une guérison, en fait, du corps. Ok. Donc, Hertz, là, j'ai regardé, c'est par seconde. Par seconde, oui. Ouais. Et du coup, par rapport à tout ça, on entend beaucoup parler de viser des sons qui vont aux alentours de 432 Hertz. Ça, c'est quelque chose qui te parle? T'as entendu parler ou... Oui, il y a tout un débat, 440 ou 432. Qui seraient des ondes relaxantes, c'est ça? Alors, il y a tout un débat là-dessus. Ok. Je vais pas rentrer dedans, mais en fait, ce que je peux te dire, c'est que qu'est-ce qui va être harmonieux? C'est la relation d'une note ou d'un son avec un autre. Si tu écoutes des sons, des notes qui sont à 432 Hz, et si elles sont toutes en 432 Hz, ça va être un son qui va être harmonieux, je pense. Et si tu écoutes des sons ou des notes qui sont en 440, si elles sont toutes en 440, la relation les unes entre les autres, ce sera harmonieux. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur Internet là-dessus, sur ce débat. Okay. Moi, je m'étais posé la question aussi parce que j'avais voulu m'acheter une Shruti Box et j'hésitais sur la fréquence à prendre. Je crois que j'étais partie sur une 432 Hz. Mais aujourd'hui, tous les instruments, style guitare et tout ça, si tu veux jouer avec d'autres personnes, il faut que tous les instruments qui jouent ensemble soient à la même fréquence. Je crois que c'est en 440. D'accord. Donc, si aujourd'hui tu as un harmonium, tu veux jouer avec quelqu'un qui a une guitare, plus quelqu'un qui a une flûte, plus, je sais pas, un ukulélé, il faut en théorie que tous ces instruments qui jouent ensemble soient à la même fréquence. Donc 440 ou 432. Ouais, le plus important, c'est que la fréquence soit la similaire. même pour tous, pour tous les instruments qui jouent ensemble. Si tu joues toute seule, eh ben, en fait, peu importe, tu peux aller vers celle qui t'appelle, celle que tu trouves la plus juste. C'est ce que j'avais fait pour ma Shruti. Mais aujourd'hui, voilà, si tu veux jouer, par exemple, l'harmonium, on peut la jouer en kirtan avec d'autres instruments. C'est bien si tu peux en jouer avec d'autres personnes. Donc savoir en conscience quelle fréquence tu prends. D'accord. Je suis pas revenue dessus, mais tu nous parles de Shruti Box, d'harmonium. Tout à l'heure, on a parlé d'autres instruments, kalimba, sansula, tout ça. C'est pas nécessairement quelque chose de connu chez tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous présenter les instruments principaux que tu vas utiliser toi, ou qui s'utilisent principalement dans des sonothérapies? Oui. Très souvent, on va rencontrer des bols tibétains ou des bols himalayens, c'est la même chose. Donc, c'est des bols qui sont faits avec un alliage de métal. Donc ça, très souvent, les gens les connaissent. C'est très facile d'utiliser. Il suffit soit de frapper avec la maillotche, soit de faire chanter le bol en faisant frotter la maillotche sur le haut du bol pour produire un son. Donc ça, c'est assez répandu, facilement. On en trouve facilement si les personnes veulent se mettre à faire un peu de son, de vibration chez eux. Un bol tibétain, c'est super. C'est parfait pour commencer. Ouais, je pense que pour commencer, c'est parfait. Tu en essayes plusieurs. Peu importe si tu connais la note ou pas, sauf si tu veux tu veux telle note qui soit reliée à tel chakra, parce qu'on dit que chaque chakra, chaque élément peut être relié à une note, mais en fait, au-delà de ça, tu peux juste faire chanter un bol
et te dire ah oui, ce son-là, je l'adore, il me parle, qu'est-ce que ça procure comme sensation dans ton corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et donc, au-delà de savoir la note ou le chakra associé, qu'est-ce que tu ressens en fait? C'est ça le plus important. C'est qu'est-ce que tu ressens quand tu fais chanter ton bol, et si ça vibre à l'intérieur, vas-y quoi. Donc le bol tibétain, les carillons, je pense que ça fait aussi partie des premiers instruments que j'ai utilisés. Les carillons, souvent on rencontre les koshi, qui sont des carillons qui sont fabriqués en bambou, très jolis, qui sont fabriqués d'ailleurs dans les Pyrénées, je crois. Qui sont en fait des petits carillons. C'est un cylindre en bambou. À l'intérieur, il y a des petites tiges en métal. Et au milieu, une sorte de petit disque, je pense qu'il est en verre. Et dès que le petit disque percute les petites tiges en métal, ça crée des sons. Et là, le son est très, très enfantin, assez joyeux, je trouve. Il existe 4 koshi différents et je crois 4 zaphirs différents aussi. C'est d'autres formes de carillons. Donc là aussi, même chose, le carillon, super simple à utiliser. Tout ça, ce sont des instruments intuitifs. Donc ça veut dire que tout le monde peut s'en procurer et tout le monde peut faire du son et des vibrations chez soi, pour soi, ou dans sa maison pour nettoyer les lieux aussi éventuellement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être musicien. Ah non, pour se tous mettre... ces instruments-là sont intuitifs. Il n'y a pas besoin d'avoir fait du solfège ou de la musique ou quoi que ce soit pour les utiliser. Donc ça, c'est une croyance limitante. Exactement. Vous pouvez toutes et tous vous acheter un bol, un carillon. Il y a aussi des crécelles avec des graines. Des graines, souvent ce sont des graines africaines. Ça fait des sons un peu qui nous rappellent un peu le sable ou les coquillages. Ça nous rappelle un peu le monde de l'eau. Il y a les tambours que tu connais aussi. Même chose. Il suffit peut-être de connaître 1 ou 2 rythmes ou pas à la limite, et savoir frapper sur un tambour, c'est accessible à tout le monde. Et le tambour, lui, on en a parlé tout à l'heure, ça va être plutôt un pouvoir ancrant. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Le tubalophone dont j'ai parlé, qui sont des tubes de métal accrochés les uns aux autres, comme une sorte de petite échelle, en fait, qu'on peut tenir à la main, et on tape dessus avec une petite maillotche, et ça fait des sons étonnamment très cristallins. Et là, même chose, pas besoin d'être musicien ou d'avoir fait du solfège. Les notes sont harmonieuses les unes avec les autres, donc ça fonctionne. Sur n'importe quel tube, tu tapes dessus et ça produit un son. Et ce qui est très agréable, c'est que c'est portatif et c'est léger. Donc pendant un voyage sonore ou un shavasana en cours de yoga, je peux me déplacer avec, circuler entre les élèves pour produire le son. Il y avait 2 instruments justement qui pourraient être chouettes d'expliquer. Tu parlais de Shruti Box et d'harmonium. Oui. D'expliquer ce que c'est. Ouais. Alors la Shruti Box, c'est un instrument qui est rectangulaire, comme une petite boîte en fait, portative avec une poignée sur le dessus. Comme un petit cartable en fait. C'est l'image qui me vient, comme un petit cartable avec une petite poignée dessus. Une Shruti Box, c'est un instrument qui est indien et qui crée ce qu'on appelle un bourdon, donc un son constant. Et sur le devant de la Shruti Box, il y a des petits clapets que tu vas ouvrir ou fermer. Ces petits clapets-là correspondent aux notes, en fait, aux notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ça va être exactement comme les notes blanches et noires d'un clavier de piano. Donc, selon quel clapet tu ouvres, en général, on en ouvre 2, tu vas ensuite actionner avec une main, actionner un soufflet qui est à l'arrière de la shruti, et ça va produire un bourdon, un son qui va être constant. Et la Shruti Box, elle est très souvent utilisée pour justement faire le travail d'exploration de la voix. Quand on commence à ouvrir sa voix pour faire des sons, juste des chants de voyelles peut-être, la Shruti, elle est super. Elle est très simple. Donc, c'est pas un instrument, pendant que tu joues la Shruti, tu vas changer les notes, tu vas garder toujours le même bourdon et les mêmes notes ouvertes.
mais c'est très puissant, ça accompagne tellement bien la voix pour laisser sa voix se déployer. Et c'est très léger et c'est très portatif. À l'inverse, l'harmonium, c'est un peu le même principe d'un soufflet qu'on actionne, mais là, il y a un vrai clavier de piano. Donc, il faut travailler un petit peu la dextérité des doigts et des mains. Moi, je n'ai jamais fait de piano avant, donc ça demande un petit peu de travail, mais je trouve que ça reste encore assez accessible. Quelques mantras assez simples, on peut assez rapidement savoir apprendre à en jouer. Donc, on actionne le soufflet avec une main et avec l'autre main, on joue du clavier comme un piano. Et ça a un son très puissant. C'est un instrument qui est posé par terre. Et en fait, il y a quelque temps, j'avais publié, je sais pas si tu l'as vu, une publication sur l'harmonium sur ma page Instagram où j'expliquais qu'en fait, l'harmonium, au départ, c'était un instrument un peu comme l'orgue qui venait d'Angleterre, je crois, et qui a été importé en Inde, je pense, suite à la période colonialiste. Et vu que les Indiens, eux, ils font presque tout assis au sol, mais en fait, l'harmonium, l'instrument, a été adapté là-bas en Inde. Et donc, ils ont enlevé les pieds, ils ont gardé le clavier, et le système de soufflet a été inventé pour être un soufflet activé avec la main. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Et que si tu tapes harmonium sur Wikipédia, tu vas voir que les premiers harmoniums, c'était un peu comme des orgues, en fait, avec un piano, en fait, avec un clavier et un soufflet activé avec les pieds, je crois que c'était. Et ça a été modifié là-bas en Inde. D'accord. Ah, trop chouette. Trop bien à savoir. Oui, c'est rigolo à savoir. Et toi, tu utilises en plus de ça le ukulélé et la flûte. Oui, alors le ukulélé, c'est assez récent, ça fait quelques mois. Je me suis laissée, comment dire Tu peux être honnête, hein. Ouais, je peux être honnête. Bon, d'accord. Alors, quelques mois avant de m'acheter un ukulélé, j'étais vraiment pas dans l'optique de m'en acheter un jour. Je trouvais ça trop à la mode, ou je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je suis là, non, jamais je m'achèterais du ukulélé. Non. Et puis en fait, j'ai plusieurs amis qui en ont. J'ai une amie qui est passée à la maison avec son ukulélé et on a chanté avec. Et là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment cool. C'est cool, c'est léger, c'est convivial. Ouais. Et en fait, elle m'a rassurée sur le fait que c'était facile à jouer et à apprendre. Parce que moi, je n'ai jamais fait de solfège, je n'ai jamais fait de musique. Et puis, voilà. Donc, je me suis acheté un ukulélé, ne jamais dire jamais. Et en fait, ça s'apprend. Moi, je trouve que ça s'apprend assez rapidement. Il suffit d'en jouer un petit peu régulièrement. Et on parle des 4 accords magiques. Je t'en ai parlé. Voilà, ce sont des accords qui sont assez faciles à jouer au début. Et avec 4 ou 5 accords, au début, tu peux jouer déjà beaucoup de choses. Et on trouve beaucoup de tutos sur Internet, beaucoup de choses simples, de mantras simples, de chants simples à jouer. Et c'est vrai que du coup, je trouve que ça amène une dimension un peu plus légère et des fois un peu plus joyeuse à certains mantras qu'on chanterait par exemple à l'harmonium. Et puis voilà, c'est plus léger à transporter. Donc du coup, je me suis fait happer dans le ukulélé et maintenant j'adore. Et de mon voyage au Guatemala, j'ai aussi ramené cette flûte double qui est incroyable. Tout le monde l'adore parce qu'il y a 2 embouchures, ce qui fait que ça crée justement dans une des 2 embouchures, ça crée ce bourdon, la même chose que pour une shruti box dont on parlait avant. Ça crée un son constant en bourdon plus l'autre embouchure où je souffle et je joue les notes classiques. Donc ça fait vraiment voyager. Elle a un son qui t'amène justement dans la forêt tropicale, enfin je sais pas, qui te fait vraiment voyager. Ah, trop chouette. C'est vrai que pour l'avoir expérimenté, c'est assez incroyable. Trop chouette, Mélanie. Écoute, moi je pense avoir posé toutes mes questions autour du son. Peut-être qu'il y a des choses que tu voudrais partager et oui, tu n'as pas dit. Ouais, je pense qu'on n'a pas dit tous les bienfaits
que pouvaient apporter les instruments de la sonothérapie. Donc, on a parlé de mettre dans un état de relaxation. Depuis cet état, voilà, de réharmoniser, régénérer. On a parlé de mettre en circulation tout ce qui pouvait être stagnant. On n'a pas parlé de, du coup, la réduction du stress, de l'amélioration du sommeil, de stimuler le système lymphatique et le système immunitaire. Permettre peut-être de te mettre dans des phases où tu peux avoir des idées, si tu es dans des phases créatives, de permettre d'avoir, comme dans des rêves lucides, tu vois, de permettre d'avoir des idées, des phases créatives comme ça qui vont surgir. De mettre au repos tout simplement le corps et le mental, en fait. C'est comme pour la pratique de yin. Je suis une grande avocate du yin yoga. Je pense que tout le monde devrait en faire. Et le bain sonore aussi apporte ça, le fait de se poser, d'essayer, et c'est ok, ça peut ne pas marcher à chaque fois, d'essayer de mettre le mental de côté, de ralentir et de recevoir. Et de recevoir, c'est tellement bénéfique, quoi, d'être plutôt que de faire, d'être. Et c'est d'où aussi le son peut t'aider à te mettre dans des états de méditation, dans des états méditatifs, t'aider à méditer. Donc par exemple, si on n'a pas cette prétention de faire des bains sonores, on peut s'acheter un bol pour aider à la méditation. Si tu frappes ton bol et que tu cherches à l'écouter, à écouter le son jusqu'au bout, jusqu'à quand tu entends le son, et ben là, tu es dans un état méditatif parce que tu es loin de l'agitation du mental. Donc, tu vas écouter combien de temps tu peux entendre la vibration, le son du bol. Et ça, on n'en a pas parlé, mais l'oreille humaine est capable d'entendre des fréquences entre 20 et 20 000 Hertz. Donc, c'est quand même une grande fourchette, une grande amplitude. Mais donc, ça veut dire que les infrasons, ce qui est en dessous de 20 Hertz, et ultrasons au-dessus de 20 000 Hertz, on les entend pas. Mais ça veut pas dire que parce qu'on ne les entend pas, ça n'a pas d'effet sur le corps. Donc, ça aura toujours un effet sur le corps parce qu'on va les recevoir, ces infrasons et ces ultrasons. Donc, pour la petite indication, les ultrasons, ça va être plutôt les dauphins, les chauves-souris qui émettent et qui entendent. Les infrasons, les éléphants, je crois, les entendent et les produisent. Ok. Ouais. Et quand tu parles d'effets sur le stress et tout ça, en fait, est-ce qu'il y a une action sur en fait le système nerveux et la relaxation entre le système sympathique et parasympathique? Ben oui, parce que du coup tu te mets dans un état de relaxation, donc tu actives le système parasympathique, d'où la réduction du stress, la réduction des tensions, d'où l'amélioration du sommeil. Totalement, en fait, ça va stimuler le nerf vague qui va aller relaxer tous les organes, puisque ce nerf est relié à tous les organes du corps. Donc, la conclusion, c'est que la sonothérapie, enfin les outils de sonothérapie peuvent vraiment nous aider à lâcher prise. À lâcher prise, à soit nous reconnecter à notre voix, à nous-mêmes, à nous aider à lâcher prise, à nous détendre, à faire ce massage interne des organes, de toutes nos cellules. C'est hyper puissant, en fait. Et puis surtout, tu le disais, ça permet d'arriver à un état de méditation. Et de l'expérience que j'ai, c'est que en fait, c'est plus rapide dans le sens où quand t'es très agité au niveau du mental et que tu te dis il faut que je médite ou alors je vais me mettre à méditer, t'y arrives pas. Et par le son, ça peut beaucoup plus vite te calmer sans que t'aies d'efforts à faire, en fait. Oui, parce qu'on est toutes et tous sensibles au son, à la musique depuis toujours. En fait, je crois que le son, l'ouïe, c'est le premier sens qui se développe quand on est embryon dans le ventre de notre maman. Je crois que c'est le premier sens, ouais. Donc, depuis qu'on est tout petit, le son, l'ouïe, c'est vraiment un sens très actif. Donc oui, effectivement, tu te mets une musique, tu te mets un son, tu médites avec un bol, c'est tout de suite efficace. Et moi, d'où de mon parcours scientifique, ce qui m'intéresse aussi, ce qui me passionne, c'est l'application du son dans la médecine et tout ce qui
tout ce qui va prouver que le son dans la science et dans la médecine va être efficace et utile, parce que c'est vraiment prouvé en fait. C'est pas juste ah oui, je tape, ouais, ça me détend, mais c'est vraiment prouvé en fait. Ouais, il y a vraiment un effet thérapeutique. Il y a vraiment un effet thérapeutique et voilà, si les personnes sont intéressées, il y a plein de livres qui existent sur les applications du son pour la guérison, l'application du son dans la science. On sait que ça fait des miracles sur les personnes qui ont Parkinson et qui ont Alzheimer. Des personnes qui ont Alzheimer, tu leur mets leur musique de quand ils étaient jeunes, et ben là, leur regard s'illumine et ils arrivent à reparler et à se rappeler de certains souvenirs. Le son, la musique a ce pouvoir-là, c'est hyper intéressant. Il y a un reportage sur YouTube qui parle de ça. Ok, ah bah écoute, si tu le retrouves, je mettrai le lien dans la description. Oui. Ça m'a donné des frissons quand t'as dit ça. Ouais. Et du coup, par rapport tu parlais de livres de référence, t'en aurais quelques-uns à partager? Oui. Tout est vibration. Tout est vibration. Le son qui guérit. Quoi d'autre? Le son guérisseur, je ne sais plus. Tu veux que j'aille chercher les... Bah si tu veux, et sinon après je mettrai mettrai dans la description les différents livres que tu partages. J'ai au moins 3 ou 4 références de livres qui sont hyper intéressants, hyper pointus. Voilà, c'est pas juste en surface, justement, parce que le son et la vibration, ça nous transperce de tout notre être. Et c'est très appliqué avec plein d'exemples. Et voilà. Ok. Tout est vibration. Le podcast s'appelle Vibration. On en vient à ma petite question. Mélanie, toi, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien? Le partage. De partager ce qui me passionne, ça me fait vibrer. Et donc, du coup, de partager tout cet univers autour du son, ça me fait vraiment vibrer. Aujourd'hui, en plus, tout ce qui est autour du cacao sacré, ça me fait vraiment vibrer de ouf aussi. Beaucoup, beaucoup. Le partage du yoga, toujours, parce que ça fait aussi toujours partie de mon activité et de ce que je fais au quotidien. Mais du coup, c'est de permettre aux gens de reconnecter avec leur souffle, avec leur corps, de leur ramener de la conscience, en fait. Leur permettre de ramener de la conscience dans leur quotidien, dans leur corps et dans leur souffle. Et puis, en fait, tout ça, la finalité, c'est reconnecter à sa joie, reconnecter à l'amour. Et ça me fait vibrer. C'est beau, c'est beau. Avant de conclure, je voulais savoir s'il n'y avait pas un petit instrument qui traînait pas très loin de toi, que tu pourrais nous partager quelque chose. Là, à côté, il y a un ukulélé ou une flûte. Tu veux quoi? Ce que tu préfères. Le piège. Le piège. Je viens jouer un peu de flûte, si vous trop voulez. Chouette. Ouais. Avec plaisir. Et ça permettra d'expérimenter cette double entrée de son où tu disais qu'il y a le côté bourdon et le côté son. Bah, vas-y, je te laisse t'installer sans pression. Merci. Merci à toi, Roxane. C'est difficile de parler après ça. Mélanie, pour toutes les personnes qui veulent te retrouver, suivre un peu ce que tu partages, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et te contacter?
Alors, j'ai un site internet www.melaniehappyyoga.com. Et puis, je suis assez active sur Instagram. Le compte, c'est Mel Happy Yogini, Mel_Happy_Yogini. Et voilà, il y aura un peu de tout sur le compte. Il y a vraiment beaucoup de partage sur le son, sur le cacao, sur le yoga, sur tout ce qui me fait vibrer. Trop chouette. Je mettrai tout ça pareil. Et c'est vrai que ton compte Instagram est très riche en enseignements autour du son, des instruments justement. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a inspiré, je vous invite à le partager, à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Vous pouvez également m'écrire et découvrir les actualités du podcast sur Instagram @vibrationlepodcast tout attaché. À très vite pour un nouvel épisode.